Lors de la première vague de la pandémie de Covid en 2020, la Suisse a décidé de fermer ses frontières pour toute une série de personnes dont le déplacement n'était pas jugé indispensable. Je suis dans un de ces lieux, conséquence de cette décision. Vous avez ici des blocs de béton qui ont été utilisés pour fermer toute une série de petits passages qui pouvaient être utilisés pour passer hors des lieux désignés comme autorisés. Il y avait vraiment une dimension extrêmement symbolique de cette fermeture, de ce verrouillage dans l'urgence de lieux qui étaient devenus des lieux anodins, des lieux dans lesquels on passait facilement. Cette matérialisation du politique, elle laisse des traces, comme ici. On a des espèces de vestiges d'un épisode curieux, avec des blocs de béton qui semblent presque attendre l'épisode suivant. Comment est-ce que l'on peut penser cette combinaison du social, du spatial, du politique, du corps? Pour moi, c'est dans la géographie politique féministe et dans les relations internationales féministes que j'ai trouvé des approches critiques qui m'ont permis de commencer à éclairer certaines de ces questions. Et en tant que géographe, c'est justement ce genre d'épisode dans lequel la performance spatiale du politique s'incarne dans une matérialité qui est à la fois violente, mais aussi dans ce cas presque absurde. Je travaille plutôt sur les questions qui ont trait aux politiques pénales, à la répression, aux prisons, à des espaces assez particuliers de ce style-là, et aussi des recherches qui concernent l'histoire et la géographie des mouvements sociaux, par exemple du mouvement féministe ou de mouvements de défense des droits humains. J'ai essayé de me construire un regard et puis des grilles d'analyse qui permettent d'interpréter ce que font des collectifs au travail et la manière dont des gestes très techniques, très ordinaires aussi, dans le cadre de ma thèse, révèlent de quelque chose, de dimensions beaucoup plus amples et approfondies. Je déploie des postures qui sont des postures compréhensives. C'est-à-dire je cherche à comprendre ce que font les personnes avec quelque chose qui sans doute me vient de l'enfance. C'est-à-dire j'ai toujours été persuadé qu'il y avait un sens caché aux choses qui étaient peut-être une dimension poétique, des interactions ou une épaisseur un peu phénoménologique qui mêle le rêve, etc. Donc, tout un espace enfantin que j'ai emporté avec moi quand j'ai commencé à faire de l'Uni et à m'intéresser à la recherche. Du coup, j'ai développé des postures qui étaient des postures donc compréhensives, mais surtout herméneutiques, c'est-à-dire interprétatives. Quand je suis arrivée dans le monde de la géographie un peu par hasard, parce que pour ma thèse, en fait, j'ai été accueillie à bras ouverts par la discipline, par la géographie, ce qui n'était pas le cas de ma discipline d'origine. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu longtemps, en disant non mais personne n'a remarqué qu'en fait je ne suis pas géographe dans ce milieu, mais bon je vais faire comme si je l'étais. Et en fait, petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait je l'étais vraiment et que beaucoup de gens étaient dans mon cas en géographie, c'est-à-dire qu'on n'était pas des imposteurs. C'est ça la géographie, c'est cette ouverture, cette pluridisciplinarité avec la plus-value qu'apporte la perspective spatiale dans différentes analyses. J'ai le sentiment que je fais des sciences sociales appliquées à l'aménagement, principalement. C'est-à-dire que je déploie un regard issu des sciences sociales pour comprendre la manière dont des personnes consomment la ville, en font usage, ou la produisent, mais la produisent matériellement, dans des bureaux d'architecture, dans des bureaux d'urbanisme, dans des bureaux de paysage, au moyen d'interaction. Pour moi, faire de la géographie, c'est de traiter des objets et une manière de traiter ces questions de sciences sociales qui sont souvent des questions cruciales d'actualité. Je pense qu'on a une sensibilité particulière voilà, des sujets un peu brûlants parce que c'est une discipline qui aujourd'hui, je pense que la discipline de sciences sociales probablement la plus sensible à ces questions de justice sociale, de justice spatiale, de justice du genre et de questions environnementales. Et en fait, j'ai l'impression que cet esprit critique vraiment fort de la discipline, ça m'a fait rentrer dans cette famille quelque part des géographes. Lever de soleil assise sur un bloc de béton, le derrière congelé, en décembre,
avec chaque fois que j'ouvre la bouche un petit nuage de vapeur. Et puis à côté de moi, quelques voitures qui passent, qui viennent probablement travailler à Genève, qui viennent probablement pour la plupart de l'autre côté de la frontière, en France. Et puis dans ce genre de contexte, comment penser la frontière autrement que par sa propre position? Je me souviens quand je faisais mes études, j'avais lu un texte d'Olivier Schwartz qui, je pense, m'a complètement construit intellectuellement. C'est la postface au hobo de Neil Anderson, où il décrit ce que c'est le travail ethnographique. Et il montre comment, quand on fait du travail ethnographique, on participe à la vie des gens, puis on doit assumer le fait de toujours travailler avec de l'impur. C'est du matériau qui est un peu chaud parce qu'on s'engage dedans, on y met de soi, et donc ça perturbe ce qu'on observe. On participe à la vie des gens, donc on se lie d'affection avec eux, ça participe de la façon dont on va décoder ce qu'ils sont en train de nous dire. On sera peut-être moins tranchant, parce qu'on comprend toute la difficulté du quotidien. Il faut assumer ça, et il ne faut surtout pas le cacher. Parce qu'à partir du moment où tu ne l'assumes pas et tu le caches, tu n'es plus dans un régime de scientificité. Ce texte-là, il m'a vraiment construit intellectuellement dans mon rapport au terrain. Depuis ce moment-là, en fait, je suis assez décomplexé sur les postures interprétatives et compréhensives, à mesure où ça fait partie de l'exercice. Et ça fait même partie de la noblesse de l'exercice. C'est une façon plus prudente, plus honnête de livrer des résultats et donc d'éliminer des biais. Et pour moi, cette question de la positionnalité, elle permet, comme on l'a dit dans les années 80, une objectivité forte, c'est-à-dire en fait des postures qui assument le fait que la positionnalité des chercheurs, elle a un impact sur nos résultats scientifiques. Le fait d'être une chercheuse ou un chercheur engagé, ça ne veut pas du tout dire qu'on en perd notre rigueur scientifique. Je pense qu'au contraire, souvent les postures très critiques, radicales ou engagées en partenariat avec des collaborations dans la société civile, comme elles s'exposent à cette critique, elles sont particulièrement soucieuses d'être rigoureux, de suivre des protocoles de recherche qui sont sérieux, qui sont étayés, qui sont conceptuellement riches. Et de ce fait, je pense que c'est aussi important d'être à la fois engagé et à la fois très solide en fait au point de vue de la fiabilité de nos méthodes. Et moi j'essaie toujours de m'y appliquer et je pense qu'il faut inviter les personnes engagées aussi à être rigoureux de ce point de vue là. Pendant très longtemps les chercheurs n'ont jamais partagé leurs observations. Et c'est assez récemment, ça doit être une vingtaine d'années, où on déploie des doubles herméneutiques, c'est-à-dire où on interprète les interprétations pour produire encore une interprétation complémentaire. Alors évidemment, au début, personne ne savait que je faisais de l'observation cachée, et assez rapidement, j'ai commencé à être connu comme le type que vous invitez à travailler avec vous, qui en même temps vous observe et produit une monographie. Du coup, je suis aussi sollicité comme ça, dans la mesure où, pour certains professionnels, praticiens de l'urbanisme, c'est aussi enrichissant. C'est un retour sur ce qui est en train de se faire dans le bureau. Ce qui m'a valu certains qualificatifs. Certains m'appellent le psy des urbanistes. Finalement, cet usage de la description qui ramène à un vieil héritage géographique, décrire ce qu'on a devant soi, qui est la posture de la géographie classique. Ce en quoi il diffère de la géographie classique, ce regard descriptif, c'est qu'il se dédouble. La géographie classique, principalement, décrit et fait émerger les principes à l'origine d'une organisation du monde. C'est une façon de restituer le projet de la géographie classique. C'est aussi mon projet, d'une certaine manière. Mais ça se déploie ensuite dans un second type de regard et un second type de description, dans la mesure où s'il y a une double herméneutique, il va y avoir une description de description de description. Donc un troisième niveau. C'est-à-dire que à partir du moment où on partage sa description du monde avec les observés, que les observés réagissent à cette description en finalement décrivant ce qu'on a décrit nous-mêmes,
et en y amenant eux-mêmes des interprétations, après survient un nouveau moment de la description, où on empile finalement des couches descriptives qui permettent un épaississement de la description, qui permettent par ailleurs de la déployer un peu plus dans des dimensions compréhensives du monde social. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont la photographie ou des archives photographiques sont réactualisées à certains moments de l'histoire, sont réactualisées dans le présent pour soit transmettre des messages, soit pour aider les gens à imaginer leur passé, à se projeter dans le passé, mais aussi pour mieux imaginer leur présent et leur futur. Quand j'observe, je suis engagé moi-même dans mon observation. Et je suis engagé personnellement dans mon observation. Il y a sans doute quantité aussi de... Il faut le reconnaître, hein, la recherche en sciences sociales, elle est toujours impure. Et il faut l'assumer, ce caractère d'impureté, en fait. Donc j'ai des biais cognitifs, j'ai des biais interprétatifs. Le fait de les discuter avec des tiers, ça permet de les corriger. Et finalement d'en prendre conscience et de rendre finalement l'observation, la description plus précise. Et ce qui est vrai pour les sciences sociales est aussi vrai pour les sciences naturelles ou les techniques. Dans l'histoire des sciences naturelles et des techniques, de la même manière, les questions qui ont été posées, elles ont été posées par certaines personnes et en plus à certaines fins, en collaborant avec des objectifs militaires, avec des objectifs économiques de développement, etc. Toute l'histoire des sciences, en fait, c'est l'histoire des biais. En fonction de ce que l'on cherche, on va développer une méthode de recherche différente. Dans le cas de la fermeture des frontières, c'était fondamentalement une question visuelle. Il s'agissait aussi de rendre visible une décision politique de fermeture des frontières, de la rendre concrète pour les habitants, pour que l'on voit, pour que l'on constate tout à coup une mesure exceptionnelle. Et donc dans ce cas-là, je vais mobiliser des méthodes visuelles. J'ai fait notamment une ethnographie autobiographique presque, donc en mobilisant l'auto-ethnographie de cet épisode pour rendre visible, pour photographier, pour mettre en lumière, pour produire dans ce cas-ci dans une bande dessinée ce que cet épisode voulait dire en termes visuels. Donc on peut imaginer que différents objets nous font choisir différentes méthodes. Et donc la culture visuelle, l'approche par la culture visuelle permet d'enrichir considérablement notre lecture de l'image et notre utilisation de l'image. Pour utiliser l'image, en utilisant l'image pour questionner également le regard et la construction sociale du regard, le regard que nous portons sur le monde. Puisque les êtres humains s'entourent parfois d'un monde de nature pictoriale. Et en fait, c'est aussi ce monde de nature pictoriale qui va être utilisé pour donner du sens, pour s'emparer du monde extérieur, pour lui donner du sens, pour lui donner de la valeur, pour s'y repérer. Au point de vue des méthodes, la manière dont certaines postures épistémologiques elles peuvent influencer la façon dont on mène des recherches, nos méthodes, je pense peut-être que dans l'épistémologie féministe, elle est tout à fait évidente. D'abord parce que l'épistémologie féministe, entre ce qu'on doit au mouvement social et ce qu'on doit en fait à la réflexion universitaire, il y a un peu une espèce de convergence où on ne sait pas quelle est la poule et quel est l'œuf. Parce que c'est vraiment un des secteurs de la pensée en sciences sociales qui s'est le plus nourri du mouvement social, et inversement le mouvement social n'a pas arrêté d'être alimenté par les analyses et les concepts qui étaient proposés par les universitaires qui étaient dans l'épistémologie féministe, mais ça a aussi eu très concrètement des conséquences au niveau méthodologique. Par exemple, le fait que les féministes ont porté cette critique de la positionnalité, de la standpoint theory qui disait qu'on portait notre positionnalité dans la manière dont on faisait des recherches, elles ont permis des méthodes qualitatives parfois très radicales. Comment concrètement
utiliser ces approches féministes, c'est aussi par un regard à différentes échelles, à la fois une prise au sérieux de l'échelle du corps, mais aussi évidemment de la perspective de l'expérience très différenciée subie par les différents acteurs. La géographie, elle m'a permis d'abord d'ajouter une dimension spatiale à la question de la violence notamment, ce qui était très important. Et cette ouverture de la discipline en matière de critique et aussi d'accueil de positions engagées, elle se traduit au niveau méthodologique par une même ouverture correspondante où on me permet d'explorer avec des méthodes créatives, parfois un peu expérimentales, des méthodes très ouvertes et notamment des méthodes en partenariat avec des tas d'acteurs de la société au-delà du monde strictement universitaire, ce qui a été très précieux pour moi. Je travaille sur des corpus littéraires, je travaille aussi sur du matériau filmique, bref. Mais l'objectif n'est pas de refaire ce qu'on a appelé à une époque la géographie humaniste, en essayant de faire apparaître une dimension phénoménologique de l'expérience saisie au moyen d'une œuvre, d'un grand homme ou d'une grande femme, le ou la grande auteur qui aurait décodé mieux que tout le monde l'espace géographique parce qu'il est beaucoup plus sensible que tout le monde. Pour reprendre l'expression le poète comme voyant de Rimbaud. C'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, cette dimension individuelle de l'expérience. J'essaye plutôt de m'emparer de ce type de matériaux pour les approcher comme des théories géographiques qui ne sont jamais parvenues au statut de théorie. Parce que la discipline géographique n'a jamais reconnu ce type d'expressivité comme étant digne de théorie. Donc je m'intéresse à des auteurs au moyen de leur œuvre pour montrer en quoi ils sont en train de construire par différents supports une théorisation de l'espace qui est au moins aussi pertinente que les théorisations scientifiques et qui doivent nous interroger, nous, en tant que scientifiques ou membres d'une collectivité disciplinaire, sur la manière dont on exprime des théories. Et finalement, c'est une forme de réflexion sur presque une interculturalité de la communication. Et c'est aussi un moyen de nous ébranler en retour sur nos certitudes du plan d'expression scientifique, de l'écriture scientifique, où d'abord tu poses une question de manière très explicite, ou ensuite de manière très explicite tu fais ton état de la littérature, ou ensuite de manière très explicite tu construis ton chapitre méthodologique et ensuite tu livres ton interprétation à la confrontation des faits. Et il y a d'autres manières de se saisir de tout ça. Et il y a une écriture plus poétique, tu peux aussi être plus elliptique. Et ça me ramène en fait à une considération de Barthes qui questionnait à une époque l'écriture scientifique, se disant que l'objectivité dont on n'arrête pas de nous casser les pieds avec, elle légitime ou elle délégitime certains propos. Et c'est ce que j'essaye de comprendre au moyen de ces supports-là, en fait. C'est une interprétation de modalités expressives qui formulent, d'après moi, des théories, mais qu'on n'arrive jamais à reconnaître parce que c'est pas la langue de la théorie. Alors, quand j'étudie les photographies, des photographies anciennes, je les étudie à la fois de façon individuelle. J'étudie les fonds photographiques, dont l'ensemble des documents qui sont rassemblés dans une collection, la pertinence en elle-même, enfin, le sens d'une collection, les métadonnées, mais aussi tous les documents écrits qu'on trouve autour de ces documents, pour essayer de comprendre dans quel contexte ils ont été créés, pourquoi ils ont été créés, quel sens on leur a donné, et également quelle a été la vie de l'image. Qu'est-ce qu'on a voulu faire, qu'est-ce qu'on a voulu exprimer comme idée à travers ces images. Et en Égypte, par exemple, il y a eu tout un phénomène de réappropriation de l'histoire après la Révolution, après le printemps arabe, où en fait les images photographiques, mais les archives ont aussi ont fasciné les gens, et les révolutionnaires notamment, mais pas seulement, se sont intéressés à toutes ces traces du passé, un passé qui avait été soit oublié, soit un passé qui était complètement discrédité.
parce qu'il y a une instrumentalisation générale idéologique forte de l'histoire. La géographie, elle a accueilli pas mal de chercheurs qui sont des tenants de la recherche action participative, qui a été partiellement ce que j'ai fait, pas seulement. Et en fait, c'est des recherches qui sont collaboratives avec des acteurs de la société, souvent des acteurs marginalisés, socialement, spatialement, au point de vue du genre, au point de vue racial, etc. On travaille avec ces partenaires de façon qu'on appelle non extractive, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tirer des informations d'acteurs vulnérables pour expliquer au monde et d'ailleurs à eux ce qu'ils vivent, mais plutôt de se poser les bonnes questions avec eux et de chercher les réponses en partenariat, non seulement pour analyser et comprendre leur situation, ce qui est évidemment un bénéfice notamment comparatif pour le monde académique, mais aussi souvent au bénéfice de ces personnes-là, de manière à ce qu'ils prennent du pouvoir sur leur processus communautaire par exemple, et qu'ils obtiennent aussi des améliorations de leur situation concrète. Au département en particulier, on attache une importance particulière à essayer de faire sortir nos travaux des murs de l'université, à essayer de communiquer avec un large public, donc évidemment avec les étudiants, mais aussi d'essayer de toucher au-delà des murs de l'université pour communiquer avec la cité. Ça nous paraît particulièrement important. On a une chance extraordinaire dans cette institution, c'est qu'on est payé pour faire de la recherche et que ça fait partie de notre cahier des charges. Et le fait d'être payé pour faire de la recherche dans le cadre de ton cahier des charges, ça permet de rétablir ce vieil idéal que thématisait Pierre Bourdieu, hein. Ce moment où tu es un peu coupé des impératifs immédiats de la recherche de financement, et où tu peux produire une forme de recherche un peu autonome. Et c'est ça qui garantit l'autonomie du champ de la recherche. Et alors, je comprends tout à fait les enjeux d'avoir une recherche engagée, de participer à la transformation du monde par ta recherche, mais cette recherche engagée et cette participation à la transformation du monde, sa condition, c'est qu'il y ait une autonomie du champ scientifique. Et s'il n'y a pas d'autonomie du champ scientifique, tu ne participes pas à la transformation du monde parce que tu ne peux pas penser tranquillement. Et tu dois penser en permanence sous contrainte. La contrainte du financement, la contrainte des rendus liés au financement, la contrainte de la gestion de ta recherche avec tes collaborateurs. Une géographie qui se pense comme publique, elle a le souci, elle a la préoccupation d'être transformative à pas mal de niveaux, d'être une géographie qui a de l'influence sur les transformations du monde. En fait, je suis partisan de plusieurs lectures situées dans des disciplines, dans des mondes sociaux aussi, qui interprètent une réalité ou la réalité, et après un croisement de ces différentes interprétations issues de différents corpus disciplinaires situés toujours, et un débat qui fasse peut-être émerger un niveau supplémentaire d'expertise à partir duquel le politique se prononce ou fait ce pourquoi il est désigné par les citoyens, c'est-à-dire réguler et assumer le choix des décisions. Il faut toujours être prudent aussi sur la manière dont on communique en tant que scientifique. On ne sert pas forcément certaines causes en devenant trop vociférant ou pamphlétaire, et en tant que scientifique, notre collaboration, c'est aussi de donner un point de vue posé, analytique sur les choses. Je participe et je m'engage dans l'observation, je m'engage dans la vie des personnes que j'observe pour comprendre, mais je ne veux pas m'engager dans la décision politique. Et du coup, on peut se dire, mais c'est une vieille posture complètement scolastique. Ce type-là, Mattei, il veut juste décrire les choses, les comprendre, alors surtout pas prendre de décision. Parce que ça serait se commettre, ça serait se salir les mains. Je pense pas en fait. Je pense que c'est bien marqué la place de la recherche et de l'université dans la cité. Ça ne veut pas dire qu'après dans mes rôles privés,
le soir à 19 h, je ne participe pas à la vie associative et que je ne m'engage pas dans la transformation du monde. Mais pour moi, ça permet de préserver une autonomie à l'université, cette posture-là. Cette dimension publique, elle existe d'abord dans la manière dont on mène nos recherches, dans nos propres méthodes, en travaillant avec différents types d'acteurs qui ont des dimensions publiques. Comme ici derrière nous, il y a le Grand Conseil, ça peut être parfois des politiques, des décideurs, des gens qui font l'action publique. Parfois c'est d'autres acteurs, des citoyens, des communautés, des mouvements sociaux. Donc cette dimension publique, elle peut être intégrée tout au long de la recherche, mais elle est aussi très importante sur le destin de nos résultats de recherche, c'est-à-dire le souci qu'on a de rendre intelligible à la société, à différentes catégories d'acteurs, nos résultats, en diffusant pas seulement nos résultats par des publications scientifiques, mais par d'autres types de publications, par d'autres types de médias, en étant présent dans la presse, en allant discuter avec d'autres catégories d'acteurs, en restituant nos résultats aux personnes qui ont participé à nos recherches. Et je pense que ça, c'est tout à fait essentiel pour la géographie contemporaine. La rigueur, en fait, elle est nécessaire au moment où on collecte le matériau, parce qu'on doit se soucier d'une forme d'intégrité dans ce moment de collecte. Et après, dans la modalité de restitution, on peut retrouver quelque chose qui est un plaisir de l'écriture. Que l'écriture, encore une fois, elle soit au sens du texte, ou au moyen du film, ou au moyen d'autres supports légitimes de l'expression scientifique. Ça permet de réfléchir à ce que c'est que l'écriture scientifique. Et en quoi cette écriture scientifique, au moyen de l'écrit, ou du film, du support audio, du sonore en fait, elle est extrêmement codifiée. La photographie peut servir d'interface pour expliquer des choses, transmettre des savoirs, transmettre des connaissances. Ce qui m'intéressait en fait dans cette exposition, réaliser cette photographie sur des photographies de la Méditerranée prises pendant pendant les 3 premières décennies du XXe siècle. C'est aussi d'inviter en filigrane les visiteurs à se questionner sur notre rapport à la Méditerranée. Aujourd'hui, on a un rapport à la Méditerranée qui est complexe, qui est dominé d'une part par le tourisme de masse et d'autre part par les tragédies liées à la migration. La Méditerranée, elle est synonyme de drame humain, de pollution. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'est de rappeler à travers cette exposition à quel point la Méditerranée, pour les Européens, a été extrêmement importante. Alors, certes, pour les puissances coloniales qui se sont emparées des rives de la Méditerranée, mais aussi bien au-delà. Donc j'ai un rôle engagé dans la recherche. Je prends part à la fabrication de la cité dans mes activités. Mais en même temps, je suis très soucieux de marquer une démarcation entre le rôle de l'universitaire et sa place dans la cité et le rôle du politique et sa place dans la cité. Et je pense qu'on est là pour apporter une réflexivité, pour livrer des interprétations, mais qu'après, ce n'est pas notre rôle de prendre les décisions. Par ailleurs, c'est un risque assez fort d'être instrumentalisé. C'est comme le préconisent les recommandations du professeur Matet. Puis après, les pouvoirs publics se positionnent par rapport à ces recommandations. Et j'estime que ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est apporter une lecture en étant conscient que c'est une lecture par les sciences sociales et qu'elle est dialectique, réflexive et qu'elle doit être discutée. Parce qu'on n'est pas en train de livrer une vérité adossée sur des faits indiscutables. On est dans des constructions, dans des moments de construction du problème aussi. Et c'est ça notre plus-value. C'est pouvoir participer à la construction du problème, mais la solution pour moi elle doit venir du politique.